Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui va affronter Tottenham en milieu de semaine. Ils vont affronter Tottenham pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions, le mercredi 26 novembre à 21 h au Parc des Princes. On va parler de cette rencontre et je vais vous donner mon prono à la fin de cette vidéo, et on reviendra également sur deux autres matchs que je trouve pertinents. Je préfère le faire en une vidéo, je vous avoue. On va parler de Chelsea contre Barcelone et Arsenal contre Bayern Munich. Ce ne sera pas l'analyse la plus énorme que je vous ferai, mais j'aurais quand même envie de vous en parler. J'avais quand même envie de vous en parler, de faire une petite preview et de vous donner mes pronos. Donc sur ce les amis, c'est parti et on va parler de ce Paris Saint-Germain-Tottenham. On va commencer par Tottenham. Je vous avoue que j'ai regardé le match face à Arsenal et j'ai été particulièrement déçu de la performance de Tottenham. Alors, Arsenal est un rouleau compresseur, il n'y a rien à dire. On l'a vu sur ce match, 57% de possession, 1,88 XG contre 0,07, c'est extrêmement faible. Et d'ailleurs, le but de Richarlison, au vu du déroulement du match, est un miracle. D'ailleurs, c'est un but absolument magnifique, mais c'est un pur miracle parce que vraiment Arsenal a totalement déroulé. En première période, Arsenal est au-dessus avec 0,87 XG. D'ailleurs, il mène au score à la 41e. À la fin de la première période, il y a 2-0 pour Arsenal, avec une équipe de Tottenham en face qui, voilà, a 0 tir cadré, n'a absolument rien, ne sort très rarement, a assez peu le ballon, se retrouve face à une équipe qui, dans le pressing, là-bas, la malmène, qui défensivement, alors défensivement ça a été très solide Arsenal, mais en plus de ça Tottenham, qui est une équipe qui globalement défend plutôt bien, là a pu se faire ouvrir à quelques moments. Je me rappelle de cette occasion notamment de Declan Rice en début de match sur une belle passe d'Eze, le but d'Eze, le premier but d'Eze, le but de Trossard, où voilà, tu te fais un petit peu à chaque fois avoir dans le dos de ta défense, dans le dos de ta charnière. Donc on voit qu'il y a un vrai problème. La défense de tes côtés, ça n'a pas toujours été ça, et tes attaquants comme Kudus, comme Odeberg, et voilà, les joueurs même les latéraux pistons à rôle voilà, offensif, comme Udogie et Spence, finalement on les a pas tant vus que ça, donc ça a été assez compliqué. Et au final j'ai trouvé d'ailleurs que la compo alignée par Tottenham était pas la bonne, parce que je suis quand même un petit peu ce qui se passe du côté de Tottenham. Je vous en avais parlé, c'était une équipe qui me hypait un petit peu, et je suis désolé, mais ce double pivot Palinha-Bentancur, j'y arrive pas du tout. Et je sais pas avec quel compo va se ramener Franck face au Paris Saint-Germain. Mais voilà, il y a eu des fois où la défense à 3 a été testée, comme hier. Enfin, comme au moment où je fais la vidéo aujourd'hui, mais hier pour vous qui la verrez. Il y a eu une défense à 4, il y a eu du 4-2-3-1, il y a eu du 4-3-3. Il y a pas mal de choses qui ont été testées. J'ai l'impression que Franck n'arrive pas à trouver son système préférentiel. Et personnellement, si j'étais coach de Tottenham, j'aurais aligné Papsar, Bergval au milieu et Paligna. J'aurais tenté de mettre Odobert à gauche, Colomani en pointe et Kudus à droite. C'est grosso modo ce que j'aurais fait. Et j'aurais peut-être compté sur Xavi Simons en sortie de banc. Xavi Simons qui est vraiment pas bon en ce moment d'ailleurs. Et je tiens à préciser quand même, côté Tottenham, il y a pas mal de blessés. Donc James Maddison, Dejan Kulusevski, Dominique Solanki, Yves Bissouma qui est incertain contre le Paris Saint-Germain, Radu Dragushin, Kota Takai qui apparemment devrait revenir dans le groupe, mais pareil, lui il est arrivé blessé en plus de ça cet été. Ben Davis, pareil, incertain. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs absents côté de Tottenham. Et de toute façon, malgré tout, je trouve que dans le jeu, c'est pas assez bon. Là, ils ont réussi à se créer 0,07 XG. Ils ont quand même mis un peu plus le pied sur le ballon, mais grosso modo, Arsenal a été vraiment au-dessus de cette équipe de Tottenham, que j'ai trouvé en dessous dans absolument tous les compartiments du jeu. Face à United, c'était pas mieux. Face à Copenhague, t'as une belle victoire 4-0 qui aurait pu être fédératrice, surtout après les défaites face à Newcastle et face à Chelsea. Mais voilà, tu retombes dans tes travers, t'es dans une période vraiment complexe. Au final, quand on regarde face à Tottenham, enfin à Manchester United, t'es chez toi, donc forcément t'es un peu plus protagoniste, mais t'encaisses un petit peu, t'as 0,92 XG, et je trouve que au global ton secteur offensif est pas si performant. Vous voyez, là on a tout le temps une nouvelle compo. Tantôt t'as pas Ligna, Sarr, Simmons dans l'axe, que ça marche pas, Richarlison sur le côté, Colomani, Brennan Johnson. Il y a tout le temps des nouveaux trucs qui sont tentés du côté de Thomas Frank,
et c'est assez incompréhensible quelquefois. Là par exemple, voilà, on a toujours un 4-2-3-1 avec un Simmons qui faisait pas un trop mauvais match face à Copenhague, Colomani en pointe qui est passeur décisif, Odobert sur le côté, Brennan Johnson, Papsar, Bentancourt, a encore une fois changé de double pivot. Pour le coup, ça c'était une belle rencontre où Tottenham avait été carrément au-dessus, mais bon, enfin voilà, c'est le FC Copenhague. Face à Chelsea, encore une fois, tu avais une nouvelle compo qui était alignée, Bentancourt, Paligna, t'es reparti cette fois-ci avec ce double pivot. T'as Papsar en 10, t'as Bergvall sur le côté qui sort assez tôt sur blessure, remplacé par Xavi Simons. T'as Kudus, Colomani. Ce que je veux dire, c'est que le secteur offensif et le milieu de terrain, c'est quelque chose d'assez peu stable du côté de Tottenham. Et voilà, t'as un secteur offensif qui est malade, qui parvient pas à réellement se trouver à vraiment bien fonctionner. Et ton milieu de terrain, bon bah, tantôt c'est pas assez offensif, tantôt ça peut manquer d'impact, tantôt ton milieu de terrain se fait battre trop facilement parce qu'à la pression tu n'y arrives pas. Enfin voilà, je suis désolé, mais cette équipe de Tottenham, pour le moment, je lui vois un gros plafond de verre et j'ai l'impression que Thomas Frank peine vraiment à trouver la solution. Et je trouve que dans l'intensité, dans le jeu offensif, dans la création, dans le pressing, t'es battu dans tous les points. Et vraiment, je suis désolé, mais je trouve que cette équipe de Tottenham est particulièrement faible. Donc ça va d'ailleurs, voilà, ce sont les compos probables qui ont été définis par FotMob. Je vous avoue que voilà, moi je vois une compo du PSG qui pourrait ressembler à ça. Une compo de Tottenham, voilà, encore une fois différente. Bentancourt, Papsar, avec Odobert, Simons, Kudus, Colomani. Ça pourrait être pour le coup du côté de Tottenham, ça pourrait vraiment ressembler à quelque chose comme ça. Côté PSG, j'ai un peu plus de doutes, mais je vais vous en reparler. Alors, le Paris Saint-Germain, désolé les amis, d'ailleurs, je vous ai pas fait de débrief face au Havre. Mon attention était retenue ailleurs, les amis. Mais voilà, je me suis quand même rattrapé le match. Et voilà, j'ai vu grosso modo ce que je voulais voir. Le Paris Saint-Germain a quand même fait une grosse rencontre, hein, 3,46 XG. T'es carrément au-dessus de cette équipe du Havre. 65% de possession, 31 tirs, 8 occasions de but. Globalement, t'as été au-dessus. Maintenant, t'as quand même un peu subi. Hein, il y a 1,19 buts attendus du côté du Havre, qui ont tenté de jouer, qui ont tenté de te surprendre. Il y a notamment eu Chevalier qui a dû faire des arrêts absolument magnifiques. Et d'ailleurs, Chevalier, est-ce que ce serait pas un peu le match du réveil pour lui? On peut se poser la question. Face à Tottenham en début de saison, il avait été intéressant. Alors il n'y avait pas eu tout de bien, il y avait quand même une erreur sur un but de Tottenham. Mais là, sur ce match-là, il s'est vraiment repris. Il a eu deux très beaux arrêts réflexes, un truc comme ça, 3 arrêts absolument magnifiques. Et voilà, il a été excellent. Il y a eu 2 occasions de but, 2 occasions manquées du côté du Havre. Par contre, du côté du Paris Saint-Germain, 8 occasions de but, 5 manquées. Bon, on a été beaucoup moins en réussite. C'est vrai que nos XG c'est 3,46, on aurait peut-être pu marquer encore plus de buts, mais grosso modo le PSG était carrément au-dessus et a écrasé cette équipe. 64% de possession en deuxième période, 1,89 XG créé tout de même, en première 1,57 pour 66% de possession. D'ailleurs le PSG marque sur la deuxième période où tu te crées peut-être un peu plus d'occasions, mais où d'ailleurs paradoxalement tu subis moins. Je trouve que tu as beaucoup subi en première, beaucoup moins en deuxième, ou peut-être que justement ton pressing et ta volonté comme d'habitude de contrôler le tempo du jeu, enfin le tempo du match a peut-être un petit peu endormi cette équipe du Havre. Alors pour les compositions qui étaient alignées, côté Paris Saint-Germain, nous avions Mbaye, Ramos, Lee en attaque. Un Mbaye que j'ai trouvé particulièrement performant. Alors certes, il a perdu pas mal de duels dans ce match. Il manque encore des choses dans le dernier tiers. Physiquement, c'est peut-être pas toujours ça. Il lui manque peut-être encore un peu de vitesse, mais c'est un joueur vraiment intéressant. 2 occasions créées, 2 dribbles réussis, 3 passes dans le dernier tiers. Il a donné des très bons ballons, notamment pour Gonzalo Ramos qui a fait n'importe quoi. Alors lui, je pense qu'il va pas être titulaire face à Tottenham au vu du match qu'il a fait. Lee Kang-in, excellent également. Un but marqué, mais 2 occasions créées, 48 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 8 passes dans le dernier tir, 4 passes longues précises. Joueur vraiment important dans le jeu, très bon dribbleur. Je trouve que vraiment il apporte beaucoup par sa qualité technique. C'est un joueur qui est extrêmement propre, mais qui peut également quand même apporter du déséquilibre par le dribble et par surtout ses centres absolument millimétrés qui sont vraiment assez géniaux. Au milieu de terrain, on avait Neves, Vitinha, Mayulu. Vitinha, je l'ai trouvé bon, hein, toujours à dicter le tempo du jeu. C'est pas son meilleur match, mais il a été intéressant. Mayulu également a apporté dans sa qualité de projection. Par contre, Neves a encore une fois fait un match monstrueux.
Il est encore une fois buteur, une occasion créée, 69 ballons touchés, 6 touches dans la surface adverse, 7 passes dans le dernier tiers, 2 passes longues précises. Comme d'habitude, il apporte beaucoup dans son impact, dans sa percussion, mais également dans sa capacité à se projeter, et notamment à marquer des buts. Il a encore fait un match excellent où dans les duels, au pressing, je l'ai trouvé vraiment mais au-dessus, vraiment au-dessus, il a été monstrueux. Et voilà, en plus de ça, il marque son but, sa qualité de projection est vraiment incroyable, et sa qualité balle au pied est évidemment très bonne aussi. Mendes, alors lui, il est également encore une fois passeur décisif sur le but de Likangui notamment où il délivre un très bon centre. Il a fait un très bon match, 4 occasions créées, une grosse occasion manquée certes, mais 103 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 15 passes dans le dernier tiers. Il a apporté beaucoup grâce à ses passes. On l'a vu notamment tenter des fois de donner dans la profondeur à Mba, Yakvara, Barcola durant le match. 2 centres réussis, 5 passes longues précises, défensivement très solide, rien à dire. Très bon match de Mendes. De l'autre côté, Warren a été absolument monstrueux, joueur qui a créé le plus d'occasions du match. Il a donné des très bons ballons, il a beaucoup percuté. Sur son côté, il a été quasiment imprenable, vraiment monstrueux. J'ai adoré ce match de Warren qui vraiment continue de monter en puissance. Encore une fois, 10 passes dans le dernier tiers, 5 touches dans la surface adverse, 2 passes longues précises, défensivement imprenable, vraiment énorme. Zabarani, très bon également. Je vais pas revenir en détail sur toutes les performances. Par contre, Beraldo a été carrément en dessous et face à Soumaré a été en grosse difficulté. Pour ce qui est des entrants, Barcola et Gvara ont été excellents. Fabien Ruiz a tout à apporter. Quentin Djantou a été intéressant dans son impact et Lucas Hernandez aussi a été somme toute assez bon. Voilà. Enfin, a été plutôt correct, j'ai envie de vous dire. Et Barcola, voilà, buteur, il a apporté beaucoup. Il a fait. Vraiment, je trouve qu'il était beaucoup plus en jambes dans ce match du Paris Saint-Germain. Et vraiment, ça m'a fait plaisir de le voir comme ça. Donc, pour revenir sur ce match PSG-Tottenham, on va revenir sur les compos, sur la compo possible pour moi pour le Paris Saint-Germain. Et là, je vous ai mis un petit peu tous les joueurs qui pourraient rentrer pour moi en ligne de compte. Peut-être Zabarni, alors je vous avoue que j'ai pas trouvé d'informations sur Transfermarkt. Ils disent qu'il a encore un carton rouge, mais pour moi, il est revenu. Pour moi, il était suspendu que pour le Bayern. Est-ce que Luis Enrique voudra le titulariser par rapport à sa très bonne performance face au Havre? Je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant de le récompenser. Moi, personnellement, je donne quand même une préférence à Marquinhos, mais ça pourrait être intéressant pour Zabarani et ce serait pas volé. Sur le milieu de terrain, je pense que ça devrait être Ruiz, Vitinha, Neves. Je rappelle que Zaïre Emery, pour moi, jouera arrière droit, parce que évidemment Hakimi n'est pas là. Sur le poste d'ailier gauche, pour moi, ce sera Barcola, mais Mbaye pourrait quand même rentrer en ligne de compte. En tout cas, en tant que remplaçant, il pourrait être intéressant. Maintenant, sur le poste de 9, j'ai de très grosses interrogations. Alors, Dembélé, je l'ai mis, mais on ne sait même pas s'il sera dans le groupe. Et s'il est dans le groupe, pour moi, il sera 100% remplaçant. Par contre, pour le poste de 9, pour moi, Ramos sera remplaçant, parce qu'il n'a pas gagné sa place. Pour moi, face au Havre, il n'a pas été assez bon. Mais est-ce que ce sera Gvara? Est-ce que ce sera Mayoulou? Est-ce que ce sera Lee? Parce qu'on peut peut-être avoir quelque chose comme ça également. Là, je vous avoue que vraiment, je me pose réellement la question. Parce que pour moi, ni Ramos ni Dembélé ne peuvent débuter ce match. Alors, est-ce qu'on aura Gvara et un système où on a par exemple un Barcola et un Gvara qui échangent beaucoup, qui permutent beaucoup? Ça pourrait être possible. Ou alors est-ce qu'on aurait un Mayoulou et du coup Lee serait en sortie de banc? C'est pas impossible. Pour moi, ce système-là, il est pas impossible. Mayoulou, il a de plus en plus la confiance du coach. Il enchaîne les performances, il enchaîne les matchs. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose comme ça? Moi, je pense qu'on pourrait partir sur quelque chose comme ça. Sauf que Lee, dernièrement, je le trouve tellement pertinent que ce serait peut-être dommage de le mettre sur le banc. Mais je pense que ça serait cette compo-là qui devrait être alignée. Et au pire des cas, Lee en sortie de banc, on sait qu'il est toujours très bon, très impactant. Alors, pour revenir sur ce match PSG-Tottenham, je pense que le PSG est carrément au-dessus. À l'heure actuelle, Tottenham est dans une passe extrêmement compliquée. Je pense que c'est le moment pour battre cette équipe de Tottenham pour le Paris Saint-Germain. Le PSG, malgré les absents, il y a Mendes qui est revenu. T'as ton milieu de terrain qui est au complet. T'as Barcola et Gvara qui, je pense, et je trouve, sont quand même mieux. Alors, Barcola, physiquement, je l'ai trouvé intéressant avec l'équipe de France. Gvara, il a été plutôt bon sur les matchs internationaux. Je les ai trouvés tous les deux en jambes sur leurs entrées face au Havre. Donc je pense que tes attaquants, en tout cas, ils seront beaucoup plus en jambes que d'habitude. Et du coup, je pense que ça pourrait signifier une victoire du Paris Saint-Germain. Et je pense même que le PSG pourrait ne même pas encaisser de but. Et je vois personnellement le Paris Saint-Germain s'imposer
2-0 sur sa pelouse. Je précise 2-0 parce que Tottenham, c'est quand même une équipe qui défensivement est assez solide, donc faut quand même faire attention. Parce que vraiment Tottenham défensivement c'est très solide et je pense qu'il va quand même falloir marquer nos occasions parce qu'on peut peut-être se faire punir sur des contres. Mais pour moi le PSG devrait gagner cette rencontre. Donc voilà, 2-0 pour moi entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. On va rapidement parler de ce match Chelsea-FC Barcelone. Le FC Barcelone s'est imposé ce week-end 4-0 face à l'Athletic Bilbao. Ils les ont mais totalement écrasés. 68% de possession, 2 XG créés. Et d'ailleurs 0,80 XG pour l'Athletic Club qui en plus de ça n'a pas marqué dans le match. Je tiens à préciser que la ligne haute a bien marché sur ce match. Elle a très bien fonctionné, donc ça c'est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Et j'ai trouvé globalement une bonne performance des Barcelonais. Du côté de Chelsea, ils se sont imposés face à Burnley à l'extérieur. Une rencontre où voilà, tu as 56% de possession, tu n'as pas une maîtrise énorme du ballon, mais tu subis quasiment pas d'occasion. Tu te crées 1,72 XG, tu as été plutôt bon à la finition avec un Neto qui a fait un match intéressant, Gittens également qui était plutôt bon apparemment alors que son début de saison n'est pas bon. T'as Fernandez qui est buteur, qui a fait un plutôt bon match. Santos également au milieu, intéressant. Maintenant voilà, ta défense c'est Chalobah Tosin. On sait que ça peut être friable à certains moments. T'as Robert Sanchez également qui n'est pas le gardien le plus fiable du monde. Et voilà, bon, par contre, t'as quand même Estevao, Moises Caicedo et Alejandro Garnacho qui étaient reposés sur ce match face à Burnley. Je pense qu'ils devraient être titulaires face à Chelsea et là, face au FC Barcelone, et là pour le coup ça risque de dépoter parce qu'on connaît la qualité de ces joueurs qui sont vraiment excellents et je pense qu'il devrait jouer face au FC Barcelone. Voilà, par contre Cole Palmer est toujours blessé, il s'est reblessé, orteil cassé chez lui, donc ça c'est dommage et ça fait un absent de poids du côté de Chelsea. Donc pour revenir sur cette rencontre face au FC Barcelone, franchement Chelsea est à domicile. Et je vais peut-être vous faire un peu la surprise parce que le FC Barcelone, ils ont fait une grosse victoire et on sait que c'est une équipe qui a du talent. Mais je vois un score assez énorme et je vois quelque chose d'assez sensationnel comme match. Je vois un 3-3. Je pense que Chelsea va marquer pas mal de buts et je pense que le FC Barcelone aussi. C'est deux équipes qui ont une défense qui est assez friable sur le début de saison et je pense qu'on pourrait avoir un match très haut en couleur où les deux équipes marquent pas mal de buts parce que pour le coup sur les secteurs offensifs ça marche plutôt pas mal des deux côtés, donc à voir. Maintenant c'est vrai que Chelsea, je suis désolé, je suis pas très convaincu par Maresca sur le début de saison. Il n'a pas forcément des résultats tout le temps qui sont bons. Après maintenant ils sont deuxième de PL donc j'ai rien à dire, mais surtout je tiens à préciser que vraiment j'ai un peu de mal avec le système de jeu, mais je pense que ça devrait fonctionner face au FC Barcelone qui est encore dans une phase un petit peu de doute. Et pour parler du dernier match dont je voulais vous parler, Arsenal-Bayern Munich, là ça va être intéressant parce que le Bayern s'est imposé ce week-end 6-2 face à Fribourg. Ils perdaient 2-0 au départ. Et ils ont remonté tout le match avec une équipe, une équipe qui était très intéressante. Alors il y avait Lennart Karl sur le côté qui a fait un assez bon match. Il y avait Olysée aussi, si je me souviens bien, il y avait Kane en pointe qui a fait un match intéressant, mais c'est surtout le match d'Olysée qu'on retiendra, où il a délivré 3 passes décisives, il a été double buteur, excellent, et donc je pense que la compo qui devrait être alignée, ce serait Kane, Olysée, Gnabry, Lennart Karl. Je pense qu'en défense, au milieu de terrain, Pavlovic, Kimmich, ça ne devrait pas bouger. Et on devrait avoir, je pense, Laimer, Upamecano, Ta, Stanisic. Et par contre, du côté des Gunners, alors là, c'est la compo probable qui a été annoncée. Franchement, j'y crois zéro. Il n'y aura pas ni Norgard ni Nwaneri au milieu. Des fois, Fautmob fait des trucs un petit peu bizarres. Par contre, Mosquera, la question peut se poser. Mais je pense que ce sera Hincapié. Hincapié a fait un très bon match face à Tottenham, j'ai trouvé. Saliba était également très solide et Calafiori pour le moment est titulaire sur le début de saison, il est très bon. Donc je pense qu'on devrait avoir Calafiori à gauche, Hincapié en tant que défenseur central gaucher, Saliba, Timber au milieu. Je pense qu'on va revoir le milieu qu'on a eu face à Tottenham, donc avec Rice, Zubimendi, Eze, avec un Eze qui a été vraiment excellent dans ce rôle de milieu offensif, de joueur très créatif, de joueur qui peut également se projeter, il a été très bon. Rice, Zubimendi d'ailleurs je les ai trouvés également très bons. Trossard également qui est excellent sur le côté gauche en ce moment,
Merino qui devrait jouer en pointe parce que t'as quand même pas mal de blessés. Hein. T'as Martin Odegaard qui est incertain, Victor Gyökeres qui est incertain, je pense que les deux ne devraient pas être là. Gabriel revient que début décembre, Gabriel Jesus, bon de toute façon comptez pas sur lui, et Kai Havertz est blessé. Donc voilà, tu te retrouves à composer, mais je pense que t'as quand même une équipe qui est très intéressante. Maintenant, t'es quand même à l'Emirates. L'Emirates gagner là-bas, c'est pas du tout évident. Et je pense que ça pourrait être la première défaite du Bayern Munich. Franchement, je vous le dis sérieusement, le Bayern est une équipe extrêmement forte. Une équipe qui est capable de presser tout ça. Mais Arsenal, on sait que physiquement et dans l'intensité, ils peuvent résister. Ils peuvent parfois un petit peu couler, entre guillemets, c'est-à-dire se laisser faire, reculer. On sait que défensivement, ils sont extrêmement solides et pour les percer, c'est compliqué. Et peut-être que le Bayern, en démultipliant les assauts autour d'un bloc qu'il n'arrive pas à percer, pourrait s'épuiser. Et ça a été le cas quelques fois. La saison dernière, ça a été le cas face à l'Inter. Et ça a été le cas dans certains matchs de Bundesliga, notamment dans des matchs face à Dortmund, où je crois qu'il y en a un qui termine par un 0-0, non, face au Bayer Leverkusen, il y en a un qui termine par un 0-0, parce que justement, ce bloc défensif, tu as eu beaucoup de mal à le percer. Je sais que cette saison, c'est quand même mieux, tu arrives beaucoup mieux à gérer ce genre de situation. Mais Arsenal, c'est tellement solide défensivement, et ça a tellement d'armes pour marquer, que je me dis... Est-ce que sur un malentendu, Arsenal ne pourrait pas gagner? Et c'est pour ça que je vois une victoire 2-1 des Gunners face au Bayern Munich. Voilà, c'est le score que je pronostique. Je pense qu'Arsenal va tenir défensivement et va peut-être réussir à marquer sur des contres, sur des moments où tu ressors, sur des coups de pied arrêtés. Hein, aussi, faut pas l'oublier, Arsenal c'est quand même une équipe qui est un peu professionnelle des coups de pied arrêtés. Donc voilà, il y a toujours cette possibilité dans leur jeu. Et de toute façon, voilà, je pense à des joueurs comme Eze, comme Saka, comme Trossard, comme Rice, qui peuvent se projeter, faire des différences individuelles. Un joueur comme Merino qui peut être intéressant dans son jeu aérien. T'as vraiment beaucoup d'armes. Et je pense vraiment qu'Arsenal a de quoi faire mal à cette équipe du Bayern. Et franchement, je suis désolé, mais de tout ce que j'ai vu en ce moment, je pense qu'Arsenal, malgré le Bayern Munich, est-ce que Arsenal ne serait pas la meilleure équipe du monde? C'est une question que je me pose. Et je pense que je vais vous préparer une petite vidéo focus sur Arsenal. Je sais que je vous en ai promis plein des vidéos focus. Je vous en ai fait une sur le PSG, je vous en ai fait une sur City, une sur le Liverpool, je vous en ai fait une sur le Bayern, une sur Manchester United. Je vous en avais promis une sur Chelsea, elle n'est jamais sortie. Je vous en ai promis une sur le Barça, elle n'est jamais sortie. Et d'ailleurs, elles ne sont même pas en préparation. Mais je vais en parler, ça c'est sûr et certain. Et Arsenal fait également partie de mes petits papiers pour tout vous dire. Et je pense que ce match entre Arsenal et le Bayern sera un très bon indicateur. Juste pour vous prévenir, vous n'aurez pas de débrief aussitôt après du match Arsenal-Bayern Munich. Il y aura un débrief de Chelsea-Barcelone, un débrief de PSG-Tottenham. Mais tous les matchs que je me rattraperai, j'en ferai une vidéo après, qui sortira sûrement le jeudi. Soit le mercredi, non plutôt le jeudi, excusez-moi, le jeudi dans la journée. Si j'ai le temps de la faire, ou alors le vendredi plutôt. Et je reviendrai un petit peu sur cette semaine européenne. Et peut-être on parlera également du week-end qui nous attend. Donc voilà les amis, on a un programme très chargé en Ligue des Champions. Mais ça va être vraiment sympa à suivre. N'hésitez pas à marquer vos pronos à vous dans les commentaires. Ça m'intéresse, je vous lirai. Parce que je vous avoue que, bon, je suis à peu près sûr sur tous mes pronos. Mais alors le Arsenal-Bayern, je vous avoue... J'ai tenté de me mouiller en donnant une victoire d'Arsenal parce que je sais qu'Arsenal, même si c'est pas l'équipe la plus chatoyante, c'est l'équipe qui est très forte défensivement, qui offensivement m'a approuvé notamment face à Tottenham qu'ils étaient capables de faire très mal. Mais c'est vrai que le Bayern c'est une équipe qui est tellement impressionnante sur le papier que bon, on sait jamais, je peux peut-être me faire avoir, peut-être que le Bayern va totalement dérouler face à Arsenal et c'est pas impossible. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la commenter, surtout vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.